manchettes, les policiers de Saguenay en guerre contre les cellulaires au volant. Et le regroupement Action Jeunesse 02 veut inciter les étudiants à aller voter. Bienvenue au Web Journal. Bonsoir et bienvenue à ce Web Journal du lundi 17 mars. Le nombre d'infractions liées à l'utilisation du téléphone cellulaire a considérablement augmenté. 713 billets d'infraction ont été remis l'an dernier aux conducteurs fautifs sur le territoire de Saguenay. Les patrouilleurs de la sécurité publique municipale seront d'ailleurs vigilants sur les rues cette semaine pour une opération contre l'usage du téléphone cellulaire au volant. Amélie Houle, les policiers vont avoir les automobilistes à l'œil dans les prochains jours. Oui, exactement, Marika. Les automobilistes vont devoir redoubler de patience cette semaine puisque de nombreux policiers vont être sur le terrain. Jeunes et moins jeunes sont concernés par l'opération provinciale contre l'utilisation du cellulaire au volant qui se déroule sur l'ensemble du territoire québécois. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation dans la région, le porte-parole de la police de Saguenay estime que ce dossier devait encore une fois être abordé. Les policiers ont remarqué qu'il y a une problématique au niveau de l'utilisation du cellulaire. À partir de ces recommandations, on a décidé, dans l'ensemble du Québec, tous les corps policiers vont participer du 17 au 30 mars à des opérations policières sur leur territoire, se rattachant spécifiquement au cellulaire au volant. Évidemment, dans le cellulaire au volant, on parle également de texto. À Saguenay, depuis le début de l'année, c'est plus de 120 infractions qui ont été remises à des conducteurs fautifs. Les automobilistes qui commettent cette faute s'exposent à une amende de 120 $ en plus de la perte de 3 points d'inaptitude. La collaboration des conducteurs est donc de mise. C'est quand même coûteux d'utiliser le cellulaire. Qu'est-ce qu'on recommande pour ceux qui n'ont pas de système, soit à bord de leur véhicule ou de Bluetooth qui se sont achetés? C'est tout carrément... De toute façon, c'est de fermer le cellulaire. Lorsque vous empruntez, utilisez votre véhicule, fermez donc votre cellulaire. À ce moment-là, vous ne serez pas tenté d'utiliser votre cellulaire. Plusieurs accidents surviennent chaque année à Saguenay en lien avec l'utilisation du téléphone cellulaire au volant puisque l'attention et la concentration du conducteur est réduite. Cette opération vise à sensibiliser les automobilistes à ce problème. C'est beaucoup plus la sensibilisation, l'information qui va, à un moment donné, s'organiser, que les jeunes achètent. Tu sais, avant, ils ne sont pas obligés de leur expliquer qu'ils ne sont pas obligés d'avoir un accident pour savoir que c'est dangereux. Des effectifs policiers seront sur le terrain jusqu'au 30 mars prochain pour sensibiliser les automobilistes au danger du cellulaire au volant. Amélie Houle, ATM Nouvelles, Saguenay. Le policier de Saguenay, André Simard, est reconnu coupable de plusieurs des 16 chefs d'agression sexuelle et de trafic de stupéfiants qui portait contre lui. Il a toutefois été acquitté de la plus grave accusation d'agression sexuelle, celle d'une jeune femme de 19 ans prétendument droguée et violée par André Simard et un autre homme. La Cour d'appel du Québec a refusé la demande de révision de peine de l'ex-trésorier du syndicat des employés des installations portuaires de Rio Tinto Alcan, Daniel Wellman. En octobre dernier, Wellman avait été condamné à 30 mois de pénitencier pour une fraude de près de 900 000 $ contre son syndicat. Les 3 juges de la Cour d'appel demandent à l'accusé de se rapporter aux autorités carcérales afin de purger sa peine. Pour une première fois, les étudiants pourront aller voter dans 8 établissements scolaires d'enseignement du Saguenay-Lac-Saint-Jean le 7 avril prochain. Le regroupement Action Jeunesse 02 lance aujourd'hui sa campagne qui incite les jeunes à aller voter. Amélia Houd, vous étiez au cégep de Jonquière pour l'installation du premier kiosque d'information? Oui, Marca, en fait, j'étais présente aujourd'hui pour le premier kiosque d'information du regroupement Action Jeunesse dans leur tournée pour sensibiliser les jeunes à l'importance du vote. Voici mon reportage. Du 17 mars au 7 avril prochain, le regroupement Action Jeunesse effectuera une tournée afin de promouvoir les enjeux des élections provinciales. Ces activités se feront dans différents cégeps de la région sous forme de kiosques. Pour l'agent de participation citoyenne du RAGE, Jean-Michel Gobeil, informer les étudiants sur la campagne électorale actuelle est primordial. C'est sûr que pour nous, les jeunes, c'est important qu'ils puissent aller voter pour qu'ils puissent interpeller leur milieu, pour qu'on puisse qu'ils peuvent développer des nouveaux projets dans leur communauté ou quoi que ce soit. Donc, c'est important que les jeunes viennent voter puis continuer qu'est-ce qu'on fait comme développement auprès du regroupement Action Jeunesse.
Pour les étudiants du Cégep de Jonquière, voter semble être une priorité, même si la plupart sont d'avis qu'il n'y a pas assez d'informations données aux jeunes sur les élections provinciales. Je pense que c'est mon devoir d'aller voter, fait que je vais le faire. Mais par contre, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment aucune espèce d'idée pour qui je vais voter. C'est sûr qu'ils font des annonces à la télévision, mais ils nous disent pas leur argument. D'apporter des changements, là, je trouve. Le regroupement Action Jeunesse se réjouit de voir que pour la première fois, il sera possible pour le jeune électorat de voter par anticipation proche de l'établissement scolaire qu'il fréquente. Il va y avoir 8 établissements dans la région là, qui vont avoir des bureaux de vote étudiants. Ici, au collège, au Cégep de Jonquière, les jeunes vont pouvoir voter le 28 mars, le 1er, 2, 3 avril prochain. L'un des buts du RAJ est de permettre aux étudiants d'aller voter dans leur propre circonscription. Pour le Cégep de Jonquière, le bureau de vote sera situé au local 131,1. Les étudiants pourront faire entendre leur voix le 7 avril prochain, jour des élections. Amélia Hood pour ATM Nouvelles, Saguenay. Le député bloquiste de Jonquière à la Chambre des communes, Claude Patry, a souligné l'excellent travail des 5 candidats du Parti québécois au Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours du dernier mandat et leur donne son appui. Il soutient que la région serait mieux servie si les 5 députés péquistes restaient en place. Faciliter la relève agricole en permettant un gain en capital pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars ainsi qu'une mise à l'abri de l'impôt de 15 000 $ par année. C'est à quoi s'engage le Parti libéral du Québec. L'annonce a été faite ce matin par le candidat de Brome-Missisquoi, Pierre Paradis, à la ferme Isabelle et Marc Julien de Saint-Prime. Jonathan Hudon, en quoi consistent ces 2 mesures? Eh bien, Marika, ça consiste à régler 2 problèmes dans le milieu agricole. Tout d'abord, la relève, bien entendu, parce que plus de la moitié des agriculteurs au Québec ont plus de 50 ans. Donc ça, c'est un problème. Mais autre problème important, c'est la fiscalité. Et M. Paradis croit que ces 2 mesures vont régler ce problème. Alors, première mesure, un 15 000 $ par année qui pourra être placé par les parents, un 15 000 qui sera libre d'impôt, qui va servir de fonds de paiement de base. Et autre mesure, pour ceux qui veulent vendre leur ferme, ce sera un gain capital qui pourra aller jusqu'à 1 million de dollars. À titre de comparaison, les PME au Québec peuvent obtenir un gain capital pouvant aller jusqu'à 750 000. Alors, c'est quand même un montant assez capital. Donc, alors, ces 2 mesures devraient faciliter l'acquisition des fermes par la relève, selon M. Paradis. Et est-ce que d'autres mesures doivent être prises dans le milieu agricole? Oui, d'autres mesures, mais avant tout, ça passe par un plan national au Québec et au Canada, c'est-à-dire la gestion de l'offre. On doit contrôler les frontières et ces 2 mesures annoncées que je viens de vous mentionner ne peuvent pas marcher si ne suffiront pas finalement à assurer une bonne santé des fermes. Alors, je vous invite à écouter M. Paradis. Si on n'a pas de plan national, si on ne fait pas partie d'un ensemble canadien qui a négocié ces choses-là, mais tout est à renégocier, puis là, tu es au prix américain, puis là, on n'arrive pas, nous autres, avec notre climat, à compétitionner les Américains, puis avec notre volume non plus. Et Jonathan, pourquoi avoir fait l'annonce à Sainte-Prime? Eh bien, à la ferme de Saint-Prime, à la ferme où ils étaient ce matin, ferme Isabelle et Marc Julien, mais c'est un endroit propice puisque c'est où ce que la relève cogne justement à la porte. Les parents sont propriétaires, mais le jeune pourrait acquérir la ferme dans les prochaines années. Alors, c'est un endroit qui se portait bien pour faire cette annonce. Je vous invite à nouveau à écouter M. Paradis. Le problème de relève se pose avec acuité. Vous avez vu le père, la mère et le fils. C'est pas un problème qui n'est pas réel. C'est une vraie affaire dont il faut s'occuper, puis il faut avoir des vraies solutions pour les vraies affaires. Merci beaucoup, Jonathan. Je vous en prie. Le candidat du Parti Option nationale dans la circonscription de Jonquière, Nicolas Beaulieu, affirme qu'un Québec souverain amènerait une économie plus prospère. Il s'est entretenu avec notre journaliste Marie-Pierre Pruneau sur la plateforme d'Option nationale qui mise surtout sur la souveraineté du Québec et sur son rôle de candidat. À vous, Marie-Pierre. Bonjour, M. Beaulieu. Bonjour, M. Et premièrement, on ne parle pas souvent d'Option nationale dans les médias. Selon vous, pourquoi? En fait, il faut savoir qu'au Québec, les médias sont victimes de convergence, bien souvent. Exemple, l'arrivée de M. PKP du côté de Saint-Jérôme. Bien, on s'entend que la famille québécoise risque d'être un petit peu plus en arrière du Parti québécois à l'avenir. De même avec Power Cup du regretté Paul Desmarais, qui est plutôt en arrière de la famille libérale. Donc, entre ça, c'est un petit peu difficile pour un nouveau parti de rentrer. Par contre, point de vue régional, les médias sont très réceptifs, par contre, dans les régions du Québec, règle générale. Et le projet principal d'Option nationale, c'est bien entendu l'atteinte de la souveraineté du Québec.
Ce serait quoi les avantages au Québec? En fait, on prône l'accession à l'indépendance tout d'abord en allant chercher 3 pouvoirs, soit celui de tous nos impôts, également de toutes nos lois et également des traités internationaux. Donc, déjà en ayant ces 3 branches-là d'un pays souverain, déjà on aura un contrôle total sur qu'est-ce que sera le Québec de demain. Donc, lorsqu'on parle du côté des impôts, il faut savoir que la moitié de nos impôts s'en vont actuellement à Ottawa. Donc, au lieu de financer sans avoir droit de regard dans des grands projets militaires ou encore de reculer sur des traités internationaux pour faire de la place au sable bitumineux de l'Alberta, en tant que province rendue pays, on aura notre mot à dire sur toutes nos décisions. Et si on oublie l'aspect de la souveraineté, qu'est-ce que le Québec a besoin présentement, selon Option nationale? Bien, présentement, qu'est-ce que le Parti libéral dit? On va s'occuper des vraies affaires. Bien, étrangement, c'est pas de la connerie, ça. C'est vrai que l'économie sera toujours bien importante. On s'entend que de prendre également certains grands projets de société est important. Et c'est d'ailleurs à travers la souveraineté qu'on pourra finalement contrôler notre économie. Alors, tant aussi longtemps qu'on n'est pas un pays souverain, qu'on ne contrôle pas notre impôt, présentement, il y a environ 80-85 % de nos avoirs qui s'en vont directement dans la santé, dans l'éducation, dans les infrastructures routières. Puis on s'entend qu'on ne peut pas couper dans ces 3 champs de dépenses-là. Alors, sur l'entièreté de nos avoirs, on peut investir 5 % dans la droite ou la gauche. Donc, le débat gauche-droite, présentement, ne peut pas vraiment s'épanouir comme dans tout le pays souverain. Et vous avez nouvellement un nouveau chef, Jean-Martin Hostin, a été remplacé par Sol Zanetti. Oui. Qu'est-ce que Sol Zanetti apporte de nouveau au sein de votre parti? Bien, M. Zanetti, il faut savoir que c'est un enseignant de philo, de métier. Et pas l'enseignant de philo à la voix monotone, puis qui regarde le public, puis qui blablabla. Au contraire, il amène énormément de personnalité. C'est quelqu'un de très enthousiaste, de très énergique, et vraiment pour garder tout le côté charismatique que ça avait, bien, c'est certain qu'avec Zanetti l'a autant, sinon encore plus que l'ancien chef. Et personnellement, vous venez de la région des Laurentides, et là, vous vous présentez dans la circonscription de Jonquière, mais pourquoi? En fait, j'étudie au programme ATM, en fait, ici, depuis maintenant près de 3 ans, en télévision. Donc, pour moi, je me sens beaucoup plus jonquiérois maintenant que jérômien, d'autant plus que j'ai la chance d'avoir ma fiancée qui vient de la région. D'ailleurs, on va se marier en mai. Donc, avoir toute la belle famille dans la région, autant à Jonquière qu'à Chicoutimi, ça fait un grand lien d'appartenance. Et vous étudiez en post-production télévisuelle. Ça vient d'où votre intérêt pour la politique? En fait, il faut savoir... en fait, j'aurais certainement été soit en journalisme ou soit en radio, avoir connu Option nationale avant mon entrée en ATM. Et malheureusement, je me suis inscrit en mai 2011. Option nationale a été créée en octobre 2011. Donc malheureusement, étant donné que je ne peux pas voir dans le futur puis qu'aucun parti politique m'intéressait auparavant, c'est pour ça que j'ai décidé. Justement, est-ce que vous voulez diriger vos études après, soit en journalisme ou en radio ou une branche rattachée à la science politique? J'aimerais ça me spécialiser peut-être du côté universitaire en allant chercher 2 ou 3 certificats pour avoir un bac multidisciplinaire. Comme ça, avoir plusieurs flèches à mon... Arc, merci beaucoup. Plusieurs arcs, c'est un grand plus. Alors, exemple, aller faire un certificat en économie ou encore en politique internationale, ça serait un grand plus. Et en terminant, rapidement, on n'a pas vu de pancarte d'Option nationale dans la circonscription de Jonquière. Vous êtes tout nouveau dans la région. Comment vous allez vous faire connaître? En fait, c'est intéressant que vous parliez des pancartes parce que justement, on vient juste de les recevoir. Okay. On va en avoir pour, grosso modo, 2 500 $, voire 3 000 $ pour la région. Donc, ça en fait des poteaux. D'ailleurs, étant donné que Option nationale vise surtout les jeunes, étant donné qu'on arrive avec des idées nouvelles, il va y avoir plusieurs pancartes qui vont être installées au courant des prochaines heures en face du cégep de Jonquière.
Merci beaucoup, M. Beaulieu. Bien, merci beaucoup. Et de retour à vous en studio. Le président de l'organisme de bassin versant du Saguenay, Daniel Desgagnés, appuie le dépôt des plans directeurs de l'eau du regroupement des organismes de bassin versant du Québec plus tôt cette semaine. Il profite de l'occasion pour réitérer l'importance de mettre en œuvre les plans directeurs de l'eau en cette période électorale. Raphaël Guillemette, quelle est la nécessité de mettre en œuvre les plans directeurs de l'eau? Eh bien, c'est que c'est très important pour chaque région de bénéficier de son propre plan directeur de l'eau. De la sorte, on s'assure de bien cibler chacun des problèmes propres à chaque région. En même temps, ça permet de conscientiser la population sur l'impact de chacune de leurs actions sur ces ressources en eau-là. Et en attendant un engagement ferme du gouvernement du Québec, eh bien, le regroupement des organismes du bassin versant du Québec incite la population, les invite plutôt à profiter de la Semaine canadienne de l'eau qui se tient cette semaine du 17 au 23 mars pour amorcer justement la mise en œuvre de ces plans directeurs de l'eau-là. Et en quoi le contexte électoral profitera-t-il au regroupement? Eh bien, c'est qu'après les élections municipales de novembre dernier, où est-ce qu'on a ciblé plusieurs points par district, on y a vraiment été pointilleusement, eh bien, on a l'occasion d'y aller à un peu plus grande échelle, oui, en visant un plus large éventail, justement, de personnes, la population, et en même temps, est-ce qu'on pourrait en tirer une subvention plus importante? C'est la question que se pose Daniel Desgagnés, le président de l'OBVS. Le gouvernement et l'opposition sont conscients qu'il faut investir en eau, qu'il faut la protéger, que c'est une ressource importante. Ils sont conscients je ne dis pas des craintes, mais des questionnements du milieu. D'ailleurs, il y a un des partis qui a annoncé un sommet sur l'eau dans son programme. Et à quoi s'attend le président en ce qui a trait à la région? Eh bien, c'est que jusqu'à présent, malgré les nombreuses propositions du regroupement des organismes de bassin versant du Québec et de l'OBVS, eh bien, c'est qu'il n'y a toujours pas d'engagement ferme du gouvernement, donc toujours pas de subvention. On essaie d'aller chercher cette petite sécurité-là. Et quel a été le constat à la suite des dernières consultations publiques? Eh bien, c'est que les gens étaient beaucoup plus aux aguets qu'on ne le croyait, beaucoup plus à l'effet des différents enjeux dans chaque région. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça change l'angle d'attaque de l'organisme de bassin versant comme le regroupement des OBV du Québec, parce qu'on n'aura plus nécessairement à les conscientiser de la même façon. On peut l'entendre à nouveau. Sur la qualité de l'eau, beaucoup d'inquiétudes. Et curieusement, les gens sont aussi très informés sur les espèces sur les listes, les espèces en péril. Entre autres parce qu'on est près de la pêche blanche. Les gens nous interpellent beaucoup là-dessus. Merci, Raphaël. Bien, de rien. Les bibliothèques de Saguenay lancent officiellement le prêt de livres numériques. Il est maintenant possible pour les usagers d'en télécharger gratuitement via le site internet bibliothèque.saguenay.ca. Une collection de près de 2000 documents est disponible aux détenteurs de la carte Accès Saguenay. Le président de la Commission des arts et de la culture, Jonathan Tremblay, croit que l'offre de livres numériques va relancer l'achalandage des bibliothèques. On peut l'écouter. Il y a peut-être une petite descente dans les 2 derniers mois à Chicoutimi. Toutefois, ce n'est pas significatif. Puis ce qu'on voit, c'est une augmentation qui avoisine les 200 d'augmentation, évidemment dans celle de Jonquière qui est neuve. Par contre, je pense qu'en offrant de nouveaux services, en redonnant le goût de la lecture, les bibliothèques vont être un lieu encore qui est là pour rester puis pour être visité. Le candidat pour la présidence de l'Association étudiante du Cégep de Jonquière, Jessie Théoret, a soulevé des interrogations chez certains étudiants ce midi lors du débat. Il a abordé les rumeurs qui courent en quoi l'ancienne membre de l'association, Fanny Labelle, aurait été taxée par l'association et il a éclairé le public sur les infractions qu'il a commises en 2008. Son concurrent, Olivier Terrien, a quant à lui débuté son discours en notant ses objectifs. Mélissa Gousse, qu'est-ce qui a créé cette confrontation? Eh bien, Marca, il y a eu confrontation dans la salle lorsque le candidat Jessie Théoret a accusé la GECJ d'avoir taxé l'ancienne membre de l'association de la GECJ, Fanny Labelle. Le candidat Jessie Théoret a profité du débat pour ouvrir le sujet de la démission de Fanny Labelle. À cause de ça, j'aimerais tout simplement dire que c'est dommage d'avoir perdu une exécutante de qualité de Fanny. Ça fait dans le respect que je ne veux pas d'attaque envers les exécutants, envers le candidat. Elle explique qu'il s'agit d'un jugement non approprié de la part de Jessie Théoret. Elle a donné sa démission en toute connaissance de cause. C'est pas nous qui l'ont obligée à démissionner. Elle a reçu une lettre parce qu'il y avait certaines personnes qui ont été, dans le fond,
au courant comme quoi elle aurait peut-être, mais là, je dis bien peut-être, on n'a aucune preuve, là, divulgué certaines informations pour aider certains candidats. Malgré ce conflit, les deux candidats, Jess Théoret ainsi qu'Olivier Terrien, ont livré leurs objectifs en tant que président. Beaucoup agir pour faire rayonner l'association étudiante sur le plan politique, culturel et social. Comme par exemple, je veux préserver l'indépendance de l'association envers les fédérations d'associations au niveau provincial. Clairement, miser sur la participation étudiante, ça se fait quand tous les étudiants sont conscients qu'il y a une AGECJ. Et c'est ça, un cégep pour tous. Donc ça passe par un plan de promotion. Mon nom c'est Jess Théoret, j'ai les qualités pour être président. Les défis que les deux candidats ont en commun est de faire connaître la GECJ au plus grand nombre d'étudiants possible et d'améliorer le système de transport en commun du Saguenay. Jess Théoret met également le point en ce qui concerne les accusations de vol d'identité et de fraude portées contre lui. C'est que c'est des événements qui remontaient à 2008. Moi, dans le fond, j'ai été pris dans un mauvais pattern. Ça allait un petit peu plus mal dans ma vie. J'ai manqué d'assurance en moi, j'ai manqué de confiance en moi, de confiance en les autres. Ça m'a mené à poser des gestes qui sont un peu regrettables. Tous les étudiants sont invités à aller voter demain entre 9 et 4 heures au pavillon Léonel Godreau ou bien se présenter mercredi au pavillon principal du cégep de Jonquière. Les résultats sortiront jeudi matin. Mélissa Gouze, ATM Nouvelles, Jonquière. Les citoyens de toutes les régions du Québec, dont le Saguenay, accordent une importance significative au transport en commun et à son financement. C'est tout de moins ce que révèle un sondage de la firme Crop mené en janvier auprès de 1000 répondants. Le président de la Société de transport du Saguenay, Régent Hudon, demande aux candidats à la prochaine élection de faire du transport en commun une priorité. Un aidant naturel est une personne qui, sans rémunération, soutient un proche qui doit composer avec une maladie ou une invalidité. Au Québec, ils sont plus de 600 000 à exercer ce rôle. Regard sur 2 d'entre eux avec Audrey Girard. Stella Girard s'occupe de sa mère en perte d'autonomie depuis plus de 20 ans. Pour elle, prendre soin de sa mère est tout naturel. Je le fais avec amour parce qu'on est une famille remplie d'amour, puis il y a beaucoup d'entraide. Puis je le fais parce que ma mère, quand j'étais plus jeune, elle le fait comme aidant naturel. Elle m'a vraiment aidée. J'ai été malade plusieurs années. Même quand je suis arrivée, il y a 27 ans, j'étais en dépression, puis elle m'a aidée à me relever. Puis une mère, c'est important de rendre service à une mère parce que c'est rempli d'amour. Puis je l'ai fait tout simplement. Les aidants sont considérés comme les piliers du soutien à domicile. Dans l'ensemble du Québec et du Canada, 80 des soins à domicile sont dispensés par les aidants. Cette contribution représente un minimum de 25 milliards de dollars. Et si le gouvernement, là, des premiers là, qui seraient ministres, là, qui seraient malades, là, puis voudraient rester chez eux, là, puis sa femme ne pouvait pas le garder, là. Il me semble que ça ferait... il réaliserait c'est quoi aidant naturel. Tu me gardes à la maison, je te remercie. Je vais vous donner plus. Et ils n'ont pas passé qu'est-ce que c'est aidant naturel. Henri Bouchard, de son côté, s'occupe de sa conjointe Louise, souffrant d'Alzheimer, depuis 7 ans. Il y a 1 an, Louise a déménagé dans une maison d'accueil car c'en était devenu trop pour lui. Ce que je trouve dur, c'est la solitude. OK? Parce que si tu es habitué de vivre avec une personne que tu es bien. Puis comme je te disais à un moment donné, c'est que la Louise que j'ai connue en 85, c'est plus la même personne, c'est plus ça. On s'entend que moi, dans ma tête, je me dis mon deuil est fait. Comprends-tu? C'est pas facile, mais c'est ça. Puis, être en santé, elle va vivre longtemps encore, s'il n'y a pas de bad luck. Mais moi, j'ai le droit de vivre aussi. Audrey Girard, ATM Nouvelles, Saguenay. Les films Caméra Oscura annoncent une entente de distribution avec Film Option International pour le long-métrage Hitchhiking in the Dark, qui sera écrit et réalisé par Jean-Pierre Bergeron. Le film, principalement tourné à Arvida, dans le quartier historique Sainte-Thérèse, offrira une visibilité additionnelle au quartier dont la candidature est analysée par l'UNESCO. Plusieurs acteurs sont déjà confirmés, dont Roy Dupuis, Guylaine Tremblay, Emmanuel Bilodeau, ainsi que lui-même réalisateur.
Le lauréat de la meilleure réalisation régionale dans le cadre du festival Regard sur le court-métrage, Johan Gass, espère que ce prix lui amènera d'autres projets très intéressants. C'est ce qu'il a confié à ma collègue Diana Bernard lors d'une entrevue ce matin, entrevue que je vous invite à regarder. Johan Gass, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous me dire l'histoire derrière le court-métrage Jogging? Oui, c'est un personnage qui s'appelle Patrice Courcelle qui a un problème de jogging. Il veut tout le temps en faire. Fait que, finalement, il se trouve un groupe de discussion avec un animateur pour régler son problème de jogging. Puis, de quel budget, combien était le budget que vous disposiez? Moi, je pense que c'est un budget qui tourne autour de 6 000 $ à peu près pour la production du film. Ouais. Est-ce que vous avez eu des subventions aussi? En fait, j'ai gagné un concours de la bande Son Image qui lançait un concours avec un scénario. On déposait un scénario, puis on gagnait. Le prix étant 1 500 $, qui était une bourse à l'artiste. Puis ensuite, on avait leur équipement, mais ce qu'on avait surtout, c'est l'équipement que l'UQAC a à son service. Fait que beaucoup d'éclairage, beaucoup de gobo stand, puis plein de trucs qu'on sert beaucoup quand on tourne. Fait que juste ça pouvait comme faire augmenter cette bourse-là à 20 000 $, si on compte ça en location là, sur une semaine. Là. Et combien de temps ça vous a pris pour réaliser tout le court-métrage? Réaliser le tout, c'est dur à quantifier parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire. Comme je le disais tantôt, c'est un scénario qui date d'à peu près 10 ans. Qu'un ami m'a laissé. Il a commencé à écrire ça il m'a écrit 2 pages en pensant à ce concept-là. Hey, ça serait malade, man, du monde qui sont tellement addicts du jogging qu'il faudrait qu'il y ait un club. Là, ce serait comme une espèce de jogolique anonyme. Là, puis, fait que, en partant de ça, ben, moi, j'ai commencé à faire un scénario qui pouvait avoir une belle montée dramatique jusqu'à temps qu'il se rende à un pic. Puis, je cherchais la fin jusqu'à temps que je finisse par la trouver. Mais je dirais la plus grande difficulté était de trouver de l'argent pour tourner ça parce que je savais que ce ne serait pas tourné dans une fin de semaine. C'était un 6 jours, à peu près 6-7 jours de tournage qu'on aurait besoin pour le faire. Fait que on peut dire, OK, c'est 10 ans-là à bouger avec le scénario. Ensuite, un tournage qui a duré 6 jours. Puis après ça, du montage, beaucoup de montage, beaucoup de raffinement, j'ai eu beaucoup de temps pour monter, puis je me suis servi de ce temps-là pour monter. Et est-ce que vous étiez entouré d'une grosse équipe? Non, une petite équipe artisanale. Je suis assez artisanal dans mes projets, puis non, j'avais pas une grosse équipe. Les noms reviennent pas trop génériques, là, mais non, j'ai pas j'ai vraiment une équipe assez réduite pour ce projet-là, avec des bons collaborateurs, par contre. Et est-ce que c'est important pour vous de faire vos courts-métrages dans la région? Vu que je suis ici, que mes parents habitent aussi ici, puis ils font des affaires ici, ça me donne un réseau de contacts plus intéressant que lorsque j'étais à Montréal. J'ai été quand même 8 ans à Montréal. Puis jusqu'à temps que je décide de revenir ici pour faire quelques projets, dont Jogging, parce que je savais que j'avais gagné pour la bourse. Mais j'étais supposé venir aller-retour. Couper, mais pourquoi vous êtes revenu ici dans la région? Je suis revenu pour faire quelques contrats pour ma TV, pour ne pas y nommer. Mais puis j'en ai fait un peu, mais ça a plus ou moins marché. Mais entre-temps, après ça, j'étais rendu à tourner mon cours. Puis je te dirais qu'au mois de juillet, j'ai vraiment eu le coup de cœur de dire, j'ai appelé mon coloc à Montréal pour dire, écoute, Steph, je vais venir chercher mes affaires début septembre. J'ai décidé que je déménageais. Puis, fait que c'est ça. Fait que je me suis revenu ici parce que je trouve qu'on est tissé serré ici. Puis j'aime ça à la pêche, j'aime ça dehors. Puis j'aime mieux vivre ici que vivre à Montréal, mettons. Est-ce que Montréal vous a déçu en quelque sorte? Pas déçu, mais c'est... Tu sais, c'est grand à Montréal. C'est sûr que c'est là que ça se passe. C'est sûr que, tu sais, mais c'est parce que à Montréal, je suis un technicien, puis ici, je suis un réalisateur. C'est pas... j'ai de la misère à faire mes preuves comme réalisateur à Montréal, tandis qu'ici, tu sais, je suis plus reconnu pour ça. Vous êtes le gros poisson. Ouais, exactement, ouais. Et qu'est-ce qu'un festival tel que le festival Regard sur le court-métrage apporte à quelqu'un comme vous? Premièrement, beaucoup de visibilité parce que le Festival Regard, même si on passe le mercredi soir dans la soirée régionale, parce que c'est un peu là que le film était diffusé,
Bien, on a la chance que notre film soit vu premièrement par un jury qui est exceptionnel. Là. Il y avait quoi? Il y avait, je pense, c'est Frédéric Metz, il y avait Claude Robinson. Ensuite, il y avait, je pense que c'est Magali, mais je ne veux pas débaptiser personne, qui était une personne du TIFF, le festival à Toronto. Puis ensuite, il y a des gens de l'industrie, il y a des acheteurs, il y a des programmateurs de festivals qui sont là. Fait que tous ces gens-là sont réunis à Chicoutimi pour voir des courts-métrages puis pour pouvoir emmagasiner pour d'autres festivals. Puis c'est aussi que... Mais excusez-moi de vous couper brièvement. Est-ce que vous comptiez amener votre court-métrage dans un autre festival? Ben oui. Là, c'est la naissance de Joggin s'est faite en fin de semaine. Là, le cours existe, il a été vu, puis là, sa vie commence à partir de cette semaine. Est-ce qu'on peut penser à Cannes? Ben oui, parce qu'il y a des courts-métrages qui sont diffusés à Cannes, puis c'est souvent Téléfilm Canada qui va partir avec une sélection de films puis qui vont aller les présenter là-bas. Soit ils vont être présentés pour vrai, ça veut dire dans une salle ou tout ça, ou sinon ils vont être dans un marché qu'on appelle un marché du court. Puis je pense que c'est pas si fou de penser que mon film pourrait partir dans la sélection de Téléfilm. J'ai entendu dire aujourd'hui que Danny Lennon, une des personnes qui est en charge de ce projet-là, avait bien aimé mon film. Fait que là, après ça... On va voir, mais quand c'est au mois de mai, c'est dans pas très longtemps. Merci, M. Gasse, d'avoir été avec nous. Bien, ça fait plaisir. La Bérivraine Valérie Maltais a récolté 3 médailles lors des championnats mondiaux de patinage de vitesse courte piste qui se déroulaient cette fin de semaine à Montréal. Maltais a terminé 3e au classement cumulatif ainsi qu'à l'épreuve du 3000 mètres individuel. L'équipe canadienne de relais a quant à elle récolté la médaille d'argent à l'épreuve du 3000 mètres. Le Chicoutimien David Ménard a été invité au camp d'évaluation de la Ligue canadienne de football la fin de semaine prochaine à Toronto. Seulement 39 joueurs universitaires éligibles au repêchage ont reçu une telle invitation, évolueront en fait devant les responsables des 9 équipes de la Ligue canadienne de football. La saison des élites de Jonquière a pris fin hier à la suite d'une deuxième défaite crève-cœur de 2-1 face aux Albatros du Collège Notre-Dame. Après avoir manqué les séries de la Ligue de hockey midget 3A, les élites tentaient de se qualifier en vue de la Coupe Dodge. À la météo, Marianne, le ciel sera dégagé dans les prochaines heures. Oui, Marika, le soleil brille au-dessus du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Actuellement, il fait le moins 13 degrés tant au Saguenay qu'au Lac-Saint-Jean. Par contre, il y aura un refroidissement au courant de la soirée et pour cette nuit, dès que le soleil disparaît, en fait, le refroidissement va prendre place. Donc, on annonce moins 21 degrés au Saguenay et jusqu'à moins 23 au Lac-Saint-Jean. Demain, le soleil sera de retour parmi nous. Donc, on a une journée un petit peu plus chaude. Il va faire environ moins 9 degrés tant au Saguenay qu'au Lac-Saint-Jean. C'est ce qui complète le Web Journal. Revenez-nous demain. Au revoir.